Dans ce module, nous allons apprendre les fondamentaux du développement d'une application web en utilisant le framework ASP.NET Core MVC. MVC qui est mis pour Model View Controller. Donc, l'application que nous allons développer ensemble, c'est une application qui nous permet de lister à la fin les clients d'une entreprise. Nous pourrions ici ajouter un utilisateur. Nous avons l'option de lister les utilisateurs. Nous avons l'option ici d'éditer les utilisateurs. Cette application utilise une base de données SQL Server Local DB qui est la base locale qui nous permet de faire des applications web. Nous allons utiliser le framework Entity Framework pour la communication et la requête avec la base de données SQL Server. Donc, créer une application web dans Visual Studio, nous allons passer par Fichier, Nouveau, Projet. Donc là, ici, nous devons d'abord choisir ici le projet. Nous allons dire le type de projet que nous voulons créer, c'est une application web. Donc ici, nous allons regarder, ça va nous lister à droite ici tous les modèles qui peuvent être créés. Nous avons ici ASP.NET, application web, qui nous permet de créer un Razor Page. Nous avons le Web API. Aujourd'hui, nous allons travailler uniquement avec la version MVC du framework ASP.NET Core. Cette composante nous permet de développer une application web en utilisant le pattern de conception Model View Controller. Donc là, nous allons faire suivant. Maintenant, nous allons ici donner le nom à notre application. Appelons ça Web App, disons MVC. Donc, nous allons cliquer suivant. Ensuite, ici, nous devons ici spécifier la version du framework que nous voulons utiliser. La version courante la plus stable, c'est la version 8. La version 9 existe déjà, mais la version 8, c'est la version long terme. Long term support veut dire que c'est une version qui va être supportée pendant 3 années consécutives. Donc, nous allons laisser ici configurer pour fonctionner avec le certificat HTTPS pour la sécurité. Créer. Nous avons ici maintenant une application web ASP.NET Core MVC qui est ouverte. Nous pouvons ici voir les différentes composantes de notre projet. Nous avons dit que nous devons travailler avec un projet MVC, ce qui veut dire que nous avons ici le modèle d'architecture MVC. À quoi est-ce qu'il ressemble? L'architecture MVC, c'est ça en fait. C'est un contrôleur qui fonctionne avec une vue et en fait un modèle. Donc, l'architecture MVC, ce n'est pas une application en 3 composantes comme on peut voir ici. Nous avons ici les contrôleurs, ici nous avons les modèles et nous avons ici les vues en fait. Donc, le modèle MVC permet de créer une application qui sont généralement plus faciles à tester parce que nous avons une séparation des concepts. On voit que toute l'application est suffisamment bien séparée ici. Donc, l'application est créée ici. Nous allons essayer de lancer l'application en cliquant sur le bouton ici, exécuter sans débogage. On peut faire ceci. Donc là, exécuter sans débogage. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, on peut voir ici que l'application s'ouvre. Nous avons une application qui a 2 pages ici. Donc, si nous faisons ça, comme ceci, on voit que notre application web ici a 2 pages, une page Home et une page Privacy. Voilà à quoi ressemble une application simple en ASP.NET Core MVC. Donc, nous pouvons voir ici que nous avons notre contrôleur qui possède 2 méthodes, qui est la méthode index et la méthode privacy. Quelles sont les différentes composantes de notre application? Nous avons ici les contrôleurs, nous avons ici les modèles qui existent, nous avons ici les views qui existent aussi dans l'application. À part cela, nous allons voir ici que nous avons un fichier de configuration qui s'appelle App Setting, dans lequel nous allons mettre toutes nos configurations pour l'application. Ensuite, nous avons un fichier programme.c# qui est la classe de base qui permet de booter l'application. Donc, on peut voir ici que dans notre programme.c#, nous avons ici la création de l'application web qui est le builder ici. Nous avons l'ajout d'un service ici qui dit Add Controller with View. Ça veut dire que nous voulons ajouter les contrôleurs avec la view à l'application et ensuite nous allons builder l'application. L'application étant buildée, nous avons ici maintenant la configuration de l'application. Nous disons si l'application ici n'est pas en mode de développement, en fait, nous devons ici utiliser une page qui s'appelle Home Error qui permettra de cacher les erreurs que nous avons. Nous allons également utiliser le HSTS qui permet ici de utiliser la certification, le certificat HTTPS. Donc là, ici, nous allons utiliser la redirection Use HTTPS Redirection. Ça veut dire que nous allons utiliser la redirection HTTPS si nous ne sommes pas dans un site HTTPS. Nous allons ici utiliser les fichiers statiques. Les fichiers statiques, où est-ce qu'ils sont situés? Nous avons un répertoire ici qui s'appelle
www.root. Dans ce répertoire, nous avons également 3 répertoires. Nous avons un répertoire pour les fichiers CSS, nous avons un répertoire pour les fichiers JavaScript et nous avons également des librairies. Par défaut, nous pouvons voir que l'application ici inclut la librairie Bootstrap. Ça inclut la librairie jQuery. Nous avons jQuery Validation et le favicon. Le favicon ici, c'est l'image qui est utilisée pour comme un logo ici à l'entête de notre browser. On peut voir ça ici. Voilà. Donc, ensuite, nous avons ici Use Routing. Routing, c'est quoi? Routing, c'est le service web qui nous permet en fait de spécifier, comme on peut voir ici en haut, les liens. Nous pouvons voir ici. Le routing, c'est ça qui nous permet de déterminer dans quelle page est-ce que nous sommes situés. Donc, le routing permet de comprendre qu'ici, nous avons le contrôleur qui s'appelle Home et la page qui s'appelle Privacy. Donc, en écrivant ceci, c'est le service de routing qui nous permet de déterminer quelle méthode il faut appeler dans l'application. Nous avons ici Use Authorization, ça permet d'utiliser l'autorisation dans l'application. Ça, c'est pour sécuriser l'application. Actuellement, dans notre application, nous n'avons pas un service d'autorisation qui est inclus, mais par défaut, ceci est inclus. Donc là, nous pouvons l'enlever, ça ne va pas changer quelque chose parce que notre application n'utilise pas encore l'autorisation. Et enfin, maintenant, nous allons avoir ici le mapping. Dans ce fichier ici, nous allons maintenant avoir le mapping. Le mapping, c'est quoi? Ici, on va mapper le contrôleur. Qu'est-ce que ce mapping nous dit? Le mapping nous dit ici que par défaut, nous allons avoir un contrôleur qui va s'appeler Home et l'action par défaut va s'appeler Index. Ça veut dire que si nous ouvrons l'application web tout simplement comme ceci et que nous ne précisons rien à la suite de notre domaine, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que l'application comprendra que tout simplement, nous allons ouvrir la page Index dans le contrôleur Home. C'est ça que ça veut dire, c'est le défaut ici. Donc, par défaut, maintenant, tout ce qui va se passer, c'est que les pages vont toujours être loadées dépendamment du contrôleur. Donc ici, on peut voir que nous avons actuellement un seul contrôleur ici, qui est le Home Controller. Ça veut dire que l'application va toujours chercher ici le contrôleur que nous avons. Ça veut dire que pour ouvrir la page Home ici, qui est la page principale, nous exécutons la page ici, comme on a dit, tout simplement en lançant ceci. Nous avons ça. On voit bien qu'en cliquant ici sur Home, nous pouvons également cliquer écrit ici, comme ceci, Home. Index, nous avons exactement la même page qui va s'ouvrir. Et ensuite, nous avons ici la page Privacy. Donc, si on met ici comme ceci, Home Privacy, on voit bien que c'est la page Privacy ici qui va s'ouvrir. Donc, voilà en fait déjà c'est quoi la classe programme.c#. Nous avons parlé également du fichier AppSetting. Nous avons également parlé des composantes qui sont les fichiers statiques que nous avons ici. Maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'une page est loadée dans l'application. Nous allons maintenant voir ici que si nous appelons l'application, si nous appelons la page principale qui est Home, qu'est-ce qui va se passer? Le contrôleur Home va être exécuté. Ça va chercher l'action par défaut qui est Index. Et Index, qu'est-ce qui va se passer? Index ici retourne une view. C'est quoi une view? La view, c'est en fait la composante de notre système qui nous permet l'affichage à l'utilisateur. Donc, pour trouver la view qui correspond normalement à cette action-ci, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons regarder ici le nom du contrôleur. Ici, nous allons avoir dans le répertoire view, nous allons ici avoir un répertoire qui s'appelle Home. Dans le répertoire Home, nous avons ici un fichier qui s'appelle Index. Donc, si on ouvre ceci, nous allons voir ici que nous avons ici Welcome. Donc, c'est ça la page principale que nous avons. On voit bien évidemment que ici, le message Welcome apparaît, qui est ceci. Donc, si on ferme tout ça, on revient là. Nous avons ici Index qui load le fichier Home Index que voici. Nous avons Welcome. Donc, si on change ici, disons Chapstack. Donc là, voilà. Nous relançons l'application. On voit que nous avons également Welcome Chapstack. Donc voilà, on se rend compte qu'effectivement, nous avons accès à ce fichier. Nous pouvons commander la page principale à partir du fichier index que nous avons ici. Donc voilà, maintenant nous pouvons changer également ici le titre de la page. Le titre de la page, c'est ce qui se situe ici en haut. Nous pouvons voir ici Home Page. Donc nous pouvons ici dire également Chapstack que nous allons enregistrer. Nous lançons l'application. Nous constatons qu'effectivement, en haut ici, maintenant, c'est devenu Chapstack. Voilà. Donc, on voit bien évidemment que l'action index ici est bien évidemment l'action qui nous permet de commander la page principale que nous avons ici.
Voilà, ça c'est ça. Ensuite, nous avons également la page privacy que nous avons ici. On peut voir ici que nous avons privacy. Ceci nous permet d'indiquer la page privacy que nous avons ici. Nous avons ça ici. Donc, nous pouvons également ajouter ici un en-tête, disons un H2 ici. Nous allons dire ceci. Ceci est une page web. Nous allons exécuter ça. Effectivement, nous voyons que notre texte apparaît ici. Donc, ceci est une page web. Voilà. Nous pouvons voir ici que nous avons ici décortiqué en gros toutes les composantes que nous avons ici. Mais il y a quelque chose que nous devons remarquer. Le fichier index ici contient uniquement les informations que nous pouvons voir ici à l'intérieur. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas encore vu. Donc, nous avons ici le contenu du fichier privacy. Là, nous avons le contenu du fichier index. Mais on peut se rendre compte qu'effectivement, nous avons ici en haut un menu et nous avons ici en bas également un footer qui apparaît. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ce contenu n'apparaît pas dans ce fichier et où est-ce que ce contenu se situe? Pour toute application ASP.NET Core MVC, nous avons ici un fichier qui s'appelle ViewStart. Vous pouvez voir ça ici. ViewStart, c'est un fichier en fait qui va s'exécuter généralement avant le fichier view qui devrait s'exécuter pour une méthode. Ça veut dire que quoi? Quand nous appelons ici la méthode index du contrôleur home, normalement, nous allons avoir la view index ici qui doit s'exécuter. Mais avant que cette view-ci ne s'exécute, nous allons avoir le view start ici qui doit d'abord s'exécuter. Donc, qu'est-ce qui se passe quand le view start s'exécute? Le view start va ici inclure ce que nous appelons un layout. Le layout, c'est encore une master page qui est la page principale du site web. Donc, le layout, là, c'est quoi? Ça veut dire que ça devient un peu comme si nous devons ici ajouter ce layout à ce niveau-ci. Donc, c'est comme si nous avons ajouté ce contenu ici. Donc, toute page view qui va s'exécuter, nous allons d'abord avoir ce fichier view start qui va s'exécuter. Donc, qu'est-ce qui se passe donc? Le fichier index, avant de s'exécuter, va aller chercher donc le ViewStar. Le ViewStar va lui dire que nous avons un fichier layout qui s'appelle layout. Où est-ce que ce fichier layout se cache? Nous allons voir ici que dans notre répertoire view, nous avons un répertoire ici qui s'appelle share. Dans le répertoire share, nous avons un fichier ici qui s'appelle layout, qui est layout.c#html. Donc, si on double-clique ici, nous allons maintenant constater bien évidemment que nous avons beaucoup plus d'éléments existants ici. Si on fait ça, donc nous pouvons agrandir comme ceci. Nous avons toute une page HTML ici qui permet d'afficher tout ce que nous avons dans le site. Donc, nous allons essayer de décomposer ceci. Nous allons constater que quoi? Nous allons constater qu'effectivement ici, nous avons en haut Chapstack, on a tiré Web App MVC. Nous avons ça ici qui est le titre de la page. On voit bien que le view data que nous avons ici nous permet d'afficher le contenu qui a été déclaré soit dans le fichier de view, ici, on peut voir ça ici. Nous pouvons encore l'inclure tout simplement dans le contrôleur à ce niveau si nous voulons, ici. Ça revient au même. Donc, le view data, en fait, c'est un dictionnaire qui nous permet de transférer les informations entre les vues ou alors les informations du contrôleur que nous avons ici vers les views qui vont être affichés. Donc là, nous avons ici l'inclusion des fichiers Bootstrap que nous pouvons voir. Nous avons ici le répertoire, on peut voir libre ici. Nous avons Bootstrap et Distribution. Nous avons ici CSS et Bootstrap Min. Donc nous pouvons voir qu'effectivement, le fichier Bootstrap Min ici que voici, il existe bel évidemment ici. Et ensuite, nous avons notre fichier de style dans lequel nous pouvons configurer proprement nos styles comme nous voulons. Le voici ici. Et voilà. Donc là, maintenant, nous allons voir que le fichier HTML, comme nous connaissons, possède trois parties principales. Nous avons généralement le header ici, le body qui est le contenu généralement de la page, et nous avons le bloc total du HTML qui contient toute la page HTML, en fait. Dans le contenu body, nous pouvons voir ici que nous avons le header. Le header ici représente le menu que nous avons ici en haut. Nous pouvons bien voir ça ici. Nous voyons bien évidemment que le menu ici, nous avons un contrôleur ici qui est Home. Nous avons l'action ici qui est Index. Donc, on voit bien que ce lien-ci, Web App MVC, si on clique là, effectivement, ça nous amène à la page principale de l'application. Nous avons également ici le menu qui s'appelle Home, que voici. Et nous avons le menu Privacy, que voici. Ensuite,
Dans la même page HTML, nous avons un bloc ici qui s'appelle le conteneur. Dans ce conteneur, nous allons voir quelque chose de spécial. Nous allons voir ici que nous avons une méthode qui s'appelle renderBody. Le renderBody, en fait, c'est quoi? Le renderBody ici, c'est la méthode qui s'exécute pour aller loader, en fait, la vue qui a été appelée ici dans le contrôleur. Ça veut dire que quoi? Quand nous sommes dans le contrôleur Home et que nous appelons la méthode index ici, la vue, normalement, qui est loadée ici, viendra s'insérer dans cette section qui s'appelle renderBody. C'est la raison pour laquelle on peut constater que nous avons ici le menu en haut et nous avons le contenu ici, qui est bien évidemment le contenu du fichier index que nous avons ici. Voilà, donc c'est ça en fait. Enfin, maintenant, nous avons ici le footer dont nous avons parlé tout à l'heure. Nous avons vu ici le footer est ici en bas, que voici. Donc, nous pouvons modifier le footer tout simplement en faisant comme ceci. Nous allons ici ajouter également, disons, Chapstack. Donc là, si on exécute ça, on ferme, on reload l'application. On voit maintenant qu'ici en bas, nous avons Chapstack également qui apparaît. Donc voilà comment modifier le footer d'une application ASP.NET Core MVC. Donc nous avons ici le footer généralement qui est séparé. Nous avons le header qui est le menu. Donc les composantes, en fait, toutes les parties du site qui sont généralement statiques ou alors qui sont identiques à toutes les pages de l'application. Généralement, nous allons définir ces parties dans le fichier layout parce que c'est le fichier qui définit la structure de notre site. Voilà. Enfin, nous avons ici les fichiers JavaScript que nous allons inclure et nous avons ici une méthode render section qui nous permet d'ajouter les sections de script si nous voulons dans une page de vue que nous avons ici. Voilà, donc voilà, en fait, nous avons vu ici toutes les différentes composantes que nous avons dans une application ASP.NET Core MVC que nous avons vu. Nous avons ici un fichier qui permet d'ajouter les fichiers de validation ici. Et nous avons également un fichier erreur ici qui nous permet d'afficher les erreurs si une erreur apparaît dans l'application. Donc, si nous essayons de mettre, par exemple, ici une page qui n'existe pas comme ça, vous voyez, là, nous avons ici HTTP 404. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la page que nous cherchons ici n'existe pas. Donc, si on revient là, on fait Home, Privacy, on voit bien évidemment que la page existe. Donc, maintenant, nous allons essayer de voir comment ajouter une nouvelle page à notre application. Considérons que nous voulons ajouter une page à propos qui parle peut-être de votre compagnie. Donc, nous allons dire ici, par exemple, public, iAction Results. Nous allons faire la même chose que nous avons ici. Nous allons appeler ça la page About. Et nous allons retourner ici une vue. Voilà. Donc, maintenant, nous avons ajouté la page About. Nous allons ici voir que nous avons ici Privacy. Essayons maintenant d'appeler cette méthode. Nous allons constater ce qui va se passer. Nous allons mettre ici About. Nous avons ajouté la page About. Mais si nous exécutons ça, qu'est-ce qui se passe? Invalid operation. The view about was not found. Ça veut dire que quoi? Le système ne réussit pas à trouver le fichier view correspondant à notre application. Ça trouve bien le lien about, mais ça ne trouve pas la vue correspondante. Donc, pour ce faire, nous devons faire quoi? Nous devons ici ajouter un fichier qui s'appelle une vue. Donc, nous allons cliquer ici, ajouter une vue. Là, nous allons dire, nous voulons ajouter une vue vide, comme ceci. Là, il nous demande quel est le nom de notre vue. Nous allons l'appeler comme notre méthode qui s'appelle about. Donc là, maintenant, nous avons ici notre vue qui s'appelle about. Nous allons ici mettre un titre H1 que nous allons appeler about. Donc, si nous relançons ceci, et voilà, nous constatons maintenant que la page about s'affiche dans le site. Mais nous n'avons pas accès à ça ici. Donc, il n'est pas possible de savoir où est-ce qu'elle se trouve. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Chaque fois, nous allons venir ici, ajouter about. Ça, c'est très pénible et difficile. Donc, nous voulons être en mesure de naviguer dans cette page automatiquement. Pour ce faire, nous pouvons ici ajouter un menu qui s'appelle About. Donc, nous allons rentrer. Où est-ce que le menu se trouve? Nous avons déjà vu dans le fichier Layout notre menu. Donc, nous allons faire ceci. Et voilà, nous allons rentrer un peu là, comme ceci. Là, nous avons ici
Voilà, nous pouvons voir ici que nous avons Privacy, nous avons Home. Nous allons copier ceci, comme ceci, et nous allons ajouter là. Nous allons dire ceci va s'appeler About. Donc, on va mettre ça. Nous allons enregistrer comme ceci et compiler l'application. Donc, nous sommes censés avoir un nouveau menu. Vous voyez, maintenant, on voit bien que nous avons un nouveau menu ici. Nous avons maintenant Home ici. Nous avons About ici et nous avons Privacy. On voit bien que quand nous avons About, nous n'avons rien ici en haut qui s'affiche. Donc, pour ce faire, nous devons faire quoi? Nous devons ici ajouter le view data, qui est un dictionnaire. Nous allons mettre à l'intérieur le titre, que nous allons appeler about ou à propos. Voilà. Donc là, si on réexécute, nous allons voir maintenant qu'en haut ici, nous allons avoir about qui va apparaître. Et voilà, nous voyons ici about qui apparaît. Nous pouvons voir maintenant que nous avons déjà pu ajouter un menu, nous avons pu ajouter une nouvelle page about, nous avons pu ajouter le menu, nous avons pu ajouter une nouvelle méthode dans notre contrôleur. Maintenant, nous allons voir comment il est possible d'ajouter un nouveau contrôleur à notre application. Disons que nous voulons ajouter un contrôleur pour afficher la liste des utilisateurs. Nous allons faire ceci. Nous allons appeler ceci contrôleur avec des actions lecture-écriture. Nous pouvons dire que nous voulons ajouter uniquement ici un contrôleur simple. Nous allons dire ajouter. Nous avons ici un contrôleur vide. Donc, nous avons déjà Home Controller. Donc, nous allons ici ajouter, disons, un contrôleur qui va être Users. Donc, ça va nous permettre d'avoir ici la liste, disons, des utilisateurs. Comme ça. Voilà, nous n'avons qu'un utilisateur. C'est juste un test que nous allons faire. Donc, nous allons ajouter. Voilà, nous avons maintenant ici un nouveau contrôleur qui s'appelle User et nous avons Index. Donc, nous allons essayer de voir maintenant, en compilant l'application, est-ce que nous avons accès à cette méthode Index ici. Donc, pour ce faire, nous allons ici mettre User et nous allons mettre ici Index. Même problème. Nous constatons bien évidemment que le contrôleur a été ajouté, mais aucun fichier n'a été ajouté pour la vue. Donc, pour ce faire, nous devons ici ajouter un répertoire qui s'appelle Users, comme nous avons ici. Nous allons faire ceci. Nous allons ajouter un nouveau dossier. Et nous allons ajouter à l'intérieur une vue vide également, que nous allons appeler index.html. Voilà. Donc, cette fois-ci, nous allons ici dire que nous allons ajouter un titre à notre page. Nous allons ici mettre le titre qui va être Users. Voilà, nous avons ajouté un titre Users. Et nous allons ici mettre donc List of Users, disons comme ça. La liste des utilisateurs. Donc là, maintenant, nous allons voir que cette page doit pouvoir loader. Qu'est-ce qui se passe ici? Cannot apply index expression for dynamic object. Donc, nous avons fait quelque chose de pas correct ici. Qu'est-ce que nous avons mal écrit? Oh, voilà, c'est view data. Voilà, sorry. C'est view data que nous avons et non view back. Nous pouvons également utiliser view back, mais c'est autre. Si nous utilisons view back ici, nous devons écrire ça de cette forme-ci. Nous avons enlevé ici ceci. Parce que viewback, c'est un objet. Donc, nous pouvons écrire viewback title comme ceci. Il est censé fonctionner également de la même façon que, voilà, nous voyons que nous avons ça ici. Donc, nous pouvons écrire viewback ou alors nous pouvons également écrire de cette façon-ci. Viewback ou via title, ça revient au même en fait. Les deux, s'ils vont faire la même opération, ça va écrire dans le même dictionnaire en fait. Donc là, nous avons déjà vu deux façons comment écrire. Nous pouvons écrire viewback comme ceci. Ou nous pouvons écrire ici view data comme ceci pour le titre ou alors nous pouvons écrire view back ici. Voilà. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, nous pouvons également, au lieu d'écrire ceci ici, nous pouvons enlever ça et le mettre dans le contrôleur ici, comme ça. C'est censé fonctionner de la même façon. Donc, si on exécute ça, voilà, nous pouvons voir ça ici en haut. Tout simplement, on voit que ça apparaît sur le titre ici en haut. Donc, si nous voulons voir comment ce titre s'apparaît ici, nous pouvons ajouter ici une autre variable que nous allons appeler country, CA.
Donc, nous allons ici maintenant afficher cette variable dans la page. Nous viendrons ici. Nous allons dire ici que nous avons une div ici et nous allons afficher comme ceci. View backcountry. Nous allons fermer ça, exécuter. Et voilà, nous pouvons voir ici que c'est CA ici. Donc, nous pouvons ajouter des variables ici comme nous voulons. Ces variables vont être transmises tout simplement dans notre fichier view qui est l'interface utilisateur que nous avons. Donc, nous avons déjà vu à cette chose-là. Nous avons vu comment ajouter un contrôleur, comment ajouter une vue. Nous avons vu comment transmettre les paramètres d'une vue au contrôleur. Ceci est une bonne introduction, comment débuter une application ASP.NET Core. Maintenant, nous allons essayer de voir, nous n'avons pas encore travaillé avec les modèles ici. Donc, la prochaine chose que nous allons faire, nous allons essayer d'ajouter un modèle ici qui va nous permettre de travailler avec l'application. Nous allons ajouter ici un modèle. Appelons ceci une classe. Nous allons appeler ceci Customer. Donc, le customer ici, c'est le modèle que nous voulons utiliser pour notre application. Donc, nous allons ici ajouter des propriétés comme ceci. Donc, nous allons avoir le nom du customer. Nous allons avoir l'adresse du customer. Nous allons avoir la ville du customer. Nous allons avoir la région. Et nous allons avoir le code postal. Par exemple, nous pouvons aussi avoir le pays, le numéro de téléphone. Nous voyons comment ici l'intelligence artificielle nous aide vraiment à remplir toutes les informations que nous voulons. Et voilà, nous allons nous arrêter là. Donc, on voit bien que l'intelligence, c'est l'intelligence artificielle de Microsoft dans parfaitement comprendre qu'un customer doit avoir les propriétés name, adresse, city, région, postal code, country, etc., etc. Ceci a été rempli automatiquement juste en tapant sur la commande tab. Donc, si votre éditeur ne le fait pas, peut-être votre éditeur n'est pas à jour, mais vous pouvez également écrire toutes ces propriétés manuellement comme je l'ai fait là. Voilà, nous avons ici ajouté notre modèle. Maintenant, comment utiliser notre modèle dans notre application? Nous allons maintenant connecter notre modèle à une base de données. Donc, considérons que nous avons ici généré notre modèle. Nous allons essayer maintenant de faire en sorte que ce modèle puisse fonctionner avec une base de données que nous pourrons utiliser pour faire la mise à jour de notre base de données. Donc, dans ce cas, nous avons créé le modèle. Ensuite, nous devons aller au niveau du contrôleur et nous allons créer ce que nous appelons le scaffolding. Nous allons venir ici comme ça. Nous allons avoir ici ce que nous appelons en anglais scaffolding ou alors c'est un nouvel élément généré automatiquement. Donc, ceci va nous permettre de générer tout un modèle dans une zone. Nous allons ici utiliser le contrôleur MVC. Ceci va nous permettre en même temps de générer la classe de communication avec la base de données en utilisant le framework Entity Framework qui nous permet ici de pouvoir faire la lecture et l'écriture dans la base de données de façon dynamique et assez facilement. Donc là, nous allons cliquer ici Ajouter. Donc maintenant ici, le système nous demande quel est le modèle de la classe. Nous avons déjà ici défini un modèle pour notre classe qui s'appelle Customer. Nous allons regarder ici, nous allons chercher Customer que voici. Ensuite, le système nous demande la classe Database Context. Nous ne l'avons pas encore créée, donc nous allons faire ceci. Nous allons cliquer sur Ajouter. Et là maintenant, l'application nous propose de générer une classe avec le nom Web App MVC Context. Ça prend en fait le nom de notre solution que nous avons qui est Web App MVC. Donc nous pouvons laisser ça comme ceci pour l'instant. Nous disons Ajouter. Et maintenant, il nous demande quelle est la base de données que nous allons utiliser. Nous allons laisser ici SQL Server, qui est notre base de données par défaut que nous avons déjà configurée dans notre machine, qui est déjà installée. Donc, si vous n'avez pas encore SQL Server installé dans votre machine, nous vous prions de regarder l'une de nos vidéos qui permet d'installer et de configurer SQL Server. Maintenant, nous allons choisir les configurations ici. Nous allons dire, nous voulons que le système puisse générer des vues, générer les scripts de bibliothèque et également utiliser une page de disposition. Voilà. Donc, la page de disposition, c'est quoi en fait? C'est le layout que nous avons ici. Nous avons déclaré ici, nous avons un layout ici. Donc, en sélectionnant ceci, ça va utiliser le layout que nous avons dans l'application. Voilà. Donc, nous pouvons changer ici, mais nous allons laisser parce que déjà, le layout est déjà défini par défaut. Maintenant, le système nous propose le nom du contrôleur. Puisque la classe s'appelle Customer, le système nous dit, je vais vous générer un contrôleur qui va s'appeler Customer Controller, ce qui est parfait. Nous allons dire Ajouter.
Donc maintenant, Visual Studio va nous générer un contrôleur, ça va nous générer des vues correspondantes à la mise à jour, la création et la suppression d'un customer dans une base de données SQL Server. Donc, nous allons laisser Visual Studio générer toutes les composantes nécessaires. Et voilà. Là, maintenant, tout ceci a été généré. Nous pouvons constater que quoi? Nous pouvons regarder ici. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Nous pouvons constater bien évidemment qu'il y a un nouveau contrôleur ici qui a été ajouté qui s'appelle Customer Controller. Nous avons ici un contexte qui est ajouté. Le contexte, en fait, comme je disais, c'est la classe qui permet la communication directe avec la base de données que nous avons. Nous avons ici une méthode index ici qui s'appelle getCustomer. Cette méthode ici va nous permettre d'afficher la liste des customers que nous avons dans notre base de données. Nous avons ici une méthode detail qui a été générée qui permet ici d'afficher les détails d'un customer ou bien d'un client. Nous avons la méthode create ici qui nous permet ici de créer un client. Nous avons deux méthodes create. Nous avons une méthode create ici qui nous permet d'afficher uniquement le formulaire et nous avons une méthode post ici qui est toujours create qui nous permet de créer vraiment maintenant le client lorsque l'utilisateur remplit les informations. Ensuite, nous avons également une page edit et nous avons également une méthode ici edit qui nous permettra d'éditer tout ce que nous voulons. Nous avons ici la méthode supprimer et la confirmation de la suppression. Nous allons voir tout ceci dans un instant. Maintenant, nous allons constater également que nous avons ici un répertoire customer qui a été créé. Ce répertoire ici contient également les fichiers créés que nous avons dit. Nous avons le fichier delete, le fichier details, edit et so on. Nous allons voir tous ces fichiers. Donc, nous avons ici le fichier create. Nous pouvons voir le contenu du formulaire create ici. Nous avons une forme qui a été générée avec l'action create. Nous avons le formulaire qui a les différents champs que nous avons dans notre modèle customer ici. On a name, adresse, city, région, postal code, country, phone number et fax. Donc, on peut voir ici que nous avons toutes ces informations ici. Région, postal code, country, phone number, fax. Et voilà, nous avons toutes ces informations. Maintenant, nous avons un répertoire ici qui s'appelle data qui a été généré. Et là, dans le data, nous avons le contexte. Qu'est-ce que le contexte ici fait? On peut faire ceci. On voit que le contexte ici, lui, il génère une classe avec des options et cette classe ici a une composante qui est un DB7. Un DB7, en fait, c'est un élément qui correspond à normalement une table dans une base de données. Voilà, donc là maintenant nous avons tout ceci qui est mis en place. Nous allons essayer d'accéder à une méthode dans le contrôleur customer et nous allons voir ce qui va se passer. Donc nous allons enlever ceci. Nous allons mettre ici customer ou nous pouvons mettre index ou pas, comme nous avons déjà dit. Donc nous allons mettre tout simplement customer. Ceci va loader la page index. Et voilà, nous avons une exception qui apparaît ici. Ceci nous dit, nous ne pouvons pas nous connecter à la base de données. Le login a échoué. Pour l'utilisateur Chaps Solution, qui est l'utilisateur connecté à l'application que nous avons ici. Donc, nous allons revenir ici. Nous allons voir que dans le fichier de config, nous avons quelque chose qui a été ajouté ici automatiquement. C'est ce bloc de code. Ça veut dire que pendant la génération du code, nous avons ceci qui a été généré dans l'application, comme nous pouvons voir ici. Maintenant, ça veut donc dire que quoi? Ça veut donc dire que pendant la génération, quand nous appelons ici la méthode index, le système essaie de se connecter à la base de données pour aller lire les informations du customer qui sont dans la table customer. Mais le système se heurte à un problème de connexion. Nous ne pouvons pas nous connecter à la base de données. Voilà, donc comme nous avons dit, nous avons ici une erreur de connexion. Qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons pas accès à la base de données ou alors la base de données n'existe pas tout simplement. Nous avons donc quelque chose qui reste. Nous avons ici la console de gestion de package que nous avons ici, PM. Nous devons ici créer la base de données avec Entity Framework. Nous avons le code qui a été généré, mais la base de données n'a pas été générée. Pour ce faire, nous devons faire ce que nous appelons une migration. Une migration, c'est quoi? C'est une commande Entity Framework qui nous permet en fait de générer du code qui va permettre à la communication
avec la base de données. Ceci va nous permettre de générer une base de données qui n'existe pas encore dans notre système. Donc, nous allons ici appeler la méthode dans la console de gestionnaire de packages add migration. Donc, cette méthode-ci va permettre de créer la migration que nous allons exécuter pour générer notre base de données parce que là, la base de données n'existe pas. Nous allons appeler ceci initial migration. Donc, nous allons appeler ça migration initiale. Nous allons exécuter et voir ce qui va se passer. Donc là, l'application va builder normalement et ça va nous générer un autre fichier qui s'appelle migration. Nous avons un nouveau répertoire qui s'appelle migration qui a été créé. Ce répertoire contient deux fichiers. Le modèle snapshot, ici, qui est en fait l'image de la base de données actuelle. Et nous avons le fichier initial migration, qui est la migration qui est censée s'exécuter à la base de données. Qu'est-ce que cette migration fait? Cette migration nous dit créer une table avec le nom customer. Cette table doit avoir une colonne ID qui est un int. Cette table doit avoir un nom, adresse, city, région. Donc, nous avons toutes les colonnes que nous avons définies dans notre application qui vont apparaître dans la base de données. Et ensuite, on constate bien évidemment que la colonne ID a été automatiquement signifiée comme identity 11. Ça veut dire que cette colonne va s'incrémenter automatiquement à chaque insertion. Et ensuite, nous avons une contrainte qui a été ajoutée automatiquement primary key sur la colonne ID. Ça veut dire que la colonne ID dans notre base SQL Server sera une colonne qui sera une primary key, une clé primaire. Maintenant, nous avons aussi une classe qui s'appelle down. La classe down ici permet en fait d'annuler l'opération qui a été faite par la classe up. Donc, quand nous exécutons une migration, la méthode up va être exécutée. Et si nous voulons annuler une migration, la méthode down, qui est dans le même fichier, va être exécutée. Ceci va donc supprimer la base de données avec la commande drop table. Donc, là, maintenant, nous avons initialisé la migration. Mais jusque-là, si nous exécutons l'application, nous allons voir qu'effectivement, la base de données n'existe toujours pas, en fait. Ça veut dire que nous ne pouvons rien faire, la connexion n'existe pas. Maintenant, pour que la base de données soit générée dans l'application ou bien dans SQL Server, nous devons exécuter une autre commande ici. Cette commande, c'est update database. Donc, en exécutant cette commande-ci, ce script-ci, cette migration va s'exécuter dans SQL Server automatiquement et générer une base de données avec la table Customer. Donc, nous allons ici exécuter ceci. Là, on voit la compilation qui a été successful. On peut voir ici effectivement que quoi, nous voyons que la migration a été exécutée à la base de données. Nous pouvons voir ici tout le script qui a été exécuté. Nous avons ici exécution de la commande texte, begin alter database. Ensuite, nous avons créé une table. Voilà, nous avons exécuté la commande create table avec tous les paramètres qui ont été ajoutés. Tout ceci a été fait successful. Et nous avons enfin une table qui s'appelle Entity Framework Migration History qui ajoute une nouvelle ligne qui nous dit que la base de données a été modifiée. Donc, si on fait ceci, et nous constatons que quoi, et nous pouvons voir maintenant, bien évidemment, que la page Customer maintenant s'affiche parfaitement. Nous avons maintenant ici Index, nous avons Create New. Donc, si nous revenons ici dans notre contrôleur, nous voyons bien évidemment maintenant que la page Index que voici s'affiche parfaitement. Nous avons ici, nous revenons ici. Nous avons ici Index, Customer. Donc, nous pouvons ici dire maintenant que la page s'appelle ici Customer. Et nous allons mettre Customer ici, que nous allons enregistrer. Et voilà, on voit bien que nous avons Customer ici. Create New. Donc là, maintenant, nous avons toutes les colonnes qui sont vides. Nous allons cliquer ici, Create New. Nous voyons bien évidemment que le formulaire de la création maintenant existe. Nous avons le formulaire. Donc, si on va dans la page Create maintenant ici, effectivement, nous avons ici les formulaires avec toutes les informations qui existent. Qu'est-ce qu'on constate? On constate bien évidemment que le système a une validation qui est en place. Nous voyons ici Validation. ASP Validation for Names. Nous allons dire cette adresse ici est à Québec. 456 7 8 9 10 là. Nous avons le fax aussi qui concerne les informations au hasard là. Voilà. Maintenant, nous pouvons ici essayer de créer. Nous allons créer
Et voilà, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons bien évidemment que la liste des utilisateurs maintenant, ça nous renvoie à la page Customer. Nous avons ici Customer. Après la création, qu'est-ce qui se passe? Nous avons ici les informations qui sont validées et en fait, nous avons le Save Change ici qui permet d'ajouter un utilisateur. Ensuite, nous allons rediriger l'utilisateur vers la page Index que voici, dont l'utilisateur est renvoyé à la page Index ici, avec la liste des informations qui étaient ajoutées. Maintenant, l'utilisateur peut modifier ces informations en cliquant ici. Il va dire plutôt il y avait une erreur ici. Normalement, ça, c'est le code postal n'était pas le bon. Le code postal normalement devrait être ici. Disons ici comme ceci. Ça devrait être ici la région. Nous devons plutôt mettre la région comme ceci ici. QC, qui est de la région. Et nous devons enlever ici, par exemple, Québec parce que c'est déjà inclus ici. Donc voilà, nous considérons qu'il y avait des erreurs. Nous avons modifié ça et nous disons Save. Et voilà, on constate qu'effectivement, tout fonctionne de bien vue. Nous avons ici le lien aussi détail qui doit nous lister les utilisateurs. Nous cliquons détail, ça nous montre toutes les informations de l'utilisateur qui proviennent directement de la base de données. Maintenant, on va se poser la question, où est cette base de données mystique que nous ne voyons pas? Nous voyons les informations que nous insérons dans la base de données. Nous allons avoir ici explorateur d'objets SQL. Nous allons chercher parmi ces utilisateurs que ces bases que nous avons ici. Et nous voyons bien évidemment que dans le local database de MySQL que voici, nous avons une base de données qui s'appelle Web App MVC Context. Donc, si on fait ceci, nous allons voir dans notre fichier si nous revenons dans Explorateur de solutions, dans App Setting, on peut bien voir effectivement que la base de données ici s'appelle Web App MVC avec tout ceci ici. Donc, nous avons ici notre base de données. Donc là, que voici, nous pouvons ici voir bien évidemment que nous avons une table qui s'appelle Customer ici, avec les colonnes que nous avons prédéfinies, que voilà. Donc là, nous pouvons faire ceci, afficher les données, et là, nous pouvons voir que nous pouvons exécuter une requête sur notre base de données SQL en étant tout simplement dans Visual Studio. Donc, on voit que nous avons cette possibilité de voir le contenu de notre base de données qui est là. Donc, nous rentrons dans la page index ici que nous avons. Nous allons voir ici en bas, nous avons trois liens, Edit, Detail et Delete. Donc, quand on clique ici sur Edit, qu'est-ce qui va se passer? Ça nous envoie, si on regarde en bas ici, nous avons tout juste en bas ici, si on regarde là, quand on fait ceci, ça nous envoie vers Edit 1. Donc, ça veut dire quoi? Quand on met ASP Action ici, si nous avons le tableau, voilà, nous avons ici Action, Edit, ça veut dire que nous allons ici aller vers le lien de l'action Edit en utilisant le paramètre ID. Donc, si on regarde ici, nous allons voir que nous avons la méthode ici ou l'action Edit avec un paramètre qui est ID. Donc, en spécifiant uniquement le nom de la méthode dans Action, le système comprendra que si nous n'avons pas précisé le contrôleur, ça veut dire que le contrôleur se trouve dans le même contrôleur que le fichier index que nous avons ici. Dans le cas contraire, si le contrôleur se trouve dans un autre fichier, nous devons ici mettre ASP et nous devons indiquer le contrôleur qui dans ce cas est Customer. Donc, et voilà, nous avons ici contrôleur, Customer. Donc, si on exécute ceci, nous allons voir que nous n'avons rien changé. Mais du moment que nous nous situons dans le même contrôleur, nous ne sommes pas obligés de spécifier ici ASP contrôleur. Donc, si on fait ça, nous allons rafraîchir, nous allons voir que rien ne change. On clique sur Edit, ça fonctionne comme ça fonctionnait, no problème. Et voilà, nous avons ici la région qui est QC, que voilà, nous avons Save, voilà. Donc, nous avons ceci. Back to list. Donc, back to list, qu'est-ce qu'il fait ici? C'est dans la page détail. Si on va dans détail ici, dans détail, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien que nous avons ici display for name. Nous avons ici display for mais le contenu. Donc, on a display for name qui est le label qui s'affiche, que voici, name. Et nous avons ici display for, ça met le contenu de ce que nous avons dans la variable ici. Donc, nous allons voir ici le contenu, c'est chaps. Voilà. Donc, pour chaque propriété, ça nous génère ce bloc de code qui est des listes déterminées HTML en fait. Donc, c'est DT qui est data term et DD qui est data definition. Voilà. Donc, pour chaque propriété, ça nous génère ce bloc-ci que nous pouvons voir ici. Et en bas, nous avons également le lien edit que voici.
et le lien back to list qui nous envoie vers la méthode principale de customer que voici. Donc là, nous avons besoin également de nous rassurer que nous avons ici notre customer qui s'affiche ici en haut comme menu. Donc pour ce faire, nous allons ajouter un menu pour customer. Dans ce cas, nous venons ici, nous cherchons notre layout. Nous allons ici, disons, ajouter un nouveau menu. Dans ce menu, nous allons plutôt avoir ici customer que voici. Donc dans customer, nous allons avoir ici index et nous allons appeler ceci customer que voilà. Là maintenant, nous exécutons ça. Nous allons avoir un nouveau menu ici customer. Et voilà, customer apparaît maintenant ici dans le menu. Nous avons ça ici. Nous pouvons ajouter un nouveau customer comme ceci. Nous allons mettre ici Alexandre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le fax est 1, 2, 3. Donc, nous allons mettre là. Et voilà, nous avons un nouvel utilisateur qui est ajouté ici. Un nouveau client. Félicitations à monsieur Alexandre. Nous pouvons voir ici ces paramètres, ces caractéristiques. Nous avons ici l'édition que nous pouvons faire. Donc là, nous avons vu comment nous pouvons créer un modèle dans l'application maintenant. Nous avons vu comment créer le modèle. Nous avons vu comment créer un contexte qui permet de générer la base de données. Nous avons vu comment nous pouvons générer un contrôleur avec toutes les méthodes nécessaires pour la création, l'édition et en fait la suppression. Donc, nous avons ici la méthode supprimer que nous n'avons pas encore vue. Nous pouvons cliquer ici sur supprimer. Donc, quand on clique sur supprimer, ça nous renvoie vers une page qui s'appelle confirmation de suppression, qui est ceci. Dans confirmation de suppression, nous allons ici obtenir l'utilisateur. Nous allons vérifier est-ce que l'utilisateur existe ou pas. Dans le cas contraire, on retourne not found. S'il existe, on affiche la page ici. Donc, si nous mettons ici, par exemple, 5, un utilisateur qui n'existe pas, on fait OK. Voilà, on voit, ça nous retourne erreur 404. 404 veut dire la page n'existe pas. Parce que nous avons dit ici tout simplement retourne not found. Donc, l'utilisateur n'existe pas. Et voilà. Donc là, nous sommes là. Nous pouvons revenir à notre liste principale. Nous pouvons modifier, supprimer. Nous avons déjà vu la suppression maintenant. Nous allons maintenant voir ici comment le poste fonctionne. Nous allons mettre un breakpoint dans l'application et débugger l'application. Donc, nous allons venir ici, mettre des breakpoints là. Nous allons essayer de débugger l'application. Nous allons maintenant lancer l'application ici en mode debug. Donc, si on clique sur Customer, effectivement, on voit bien évidemment que la méthode index est exécutée ici. Nous avons le contexte qui est là. Nous avons Customer ici. Donc, pour bien voir le résultat de l'opération ici, nous allons mettre ici variable customer qui est égal à ceci. Nous allons mettre point virgule ici et nous allons retourner le customer ici. Donc là, nous enregistrons ça, nous exécutons de nouveau. Nous allons stopper. Nous allons relancer l'application. Donc là, maintenant, nous allons cliquer sur customer. On constate que quoi? La requête s'exécute ici avec le contexte sur la table customer et nous avons obtenu deux utilisateurs. On peut bien voir ici que nous avons un utilisateur qui a le paramètre ID 1 avec toutes les propriétés que nous avons ici. Nous avons ici le deuxième utilisateur également qui est là. Donc, avec le debug, nous pouvons voir exactement comment les opérations s'exécutent dans l'application. Nous allons mettre ici les breakpoints un peu partout ici. Nous allons continuer et nous voyons que ça s'exécute. Maintenant, si on clique sur détail, on voit qu'il y a aussi le ID ici qui est 1. Est-ce que ID est égal à nul? La réponse est non. Donc, nous allons exécuter ici pas à pas. Nous allons là. Maintenant, nous allons essayer d'obtenir l'utilisateur dans la base de données en utilisant first and default de Entity Framework qui fait ceci. Et là, nous avons un client qui a été retrouvé avec le ID numéro 1 que voici. Maintenant, on dit si le customer n'est pas trouvé, on retourne nul, on retourne not found. Dans ce cas, c'est faux. Et là, maintenant, nous allons appeler notre vue qui va afficher notre client qui a dans la page détail que nous avons ici. Et voilà. Nous allons dire continuer. Nous pouvons mettre aussi un breakpoint, je pense, ici à l'intérieur. Je pense que ça devrait... il ne fonctionne pas toujours ici. Bon, voilà. Voilà, si on fait ça, et voilà, on voit bien que là, nous pouvons effectivement nous rendre compte que nous sommes passés dans le fichier details qui se trouve dans Customer. Donc là, tout est parfait. On va dire continuer. Et voilà, nous avons ceci. Donc là, maintenant, nous pouvons modifier pour rendre la page un peu plus belle et sexy. Dans ce cas, nous allons dire ici, au lieu de mettre détail ici, nous allons mettre le nom de l'utilisateur. Ça veut dire que nous allons mettre ici que c'est les détails de l'utilisateur 1X. Nous allons mettre ici, disons, modèle
et nous allons mettre name. Voilà. Donc, nous allons associer le nom de l'utilisateur ici au titre. Donc, c'est censé nous ajouter son nom ici en haut. Donc, si on va dans détail, on va choisir détail maintenant. Nous allons voir l'utilisateur, son nom va apparaître quelque part. Voilà, on voit bien Chaps ici et Detail. Donc voilà, si on peut enlever détail ici, on va voir tout simplement que nous avons Chaps qui apparaît en haut. On va cliquer là, compiler, hotshot. Et voilà, on voit Chaps qui apparaît en haut là, donc Customer ici. Au lieu de mettre Customer comme ceci, nous allons afficher le nom de l'utilisateur tout simplement ici en haut, le détail, comme ceci. Nous allons mettre ici modèle et son nom. Voilà, on va cliquer ça. Ça devrait changer Customer ici et mettre le nom de l'utilisateur. Et voilà, nous avons l'utilisateur Chaps qui apparaît maintenant ici. Donc voilà comment on peut modifier la page. Maintenant, considérons que l'utilisateur doit avoir un email. Quand on regarde ici, on peut se rendre compte que l'utilisateur n'a pas d'email. Ben, ce qui n'est pas souvent correct parce que généralement, l'utilisateur doit avoir un email ici. Nous allons ajouter un nouveau champ ici qu'on va appeler email. Nous avons ajouté un nouveau champ qu'on appelle email. Mais qu'est-ce qui va se passer? La base de données n'est pas au courant du nouveau champ que nous avons ajouté. Donc, si on compile l'application, et voilà. Maintenant, le système essaie de trouver la colonne email dans la base de données, mais cette colonne n'existe pas du tout. Parce que le modèle C est parfaitement mappé à la base de données. Donc, le changement du modèle crée un problème directement. Nous devons nous rassurer que la colonne existe dans la base de données. Donc, nous avons deux façons. La meilleure façon de la faire, nous pouvons aller dans la base de données, modifier et ajouter la colonne. Ça, c'est la mauvaise chose à faire parce que nous avons commencé à générer notre base de données à partir du code. Donc, la meilleure chose à faire ici, c'est d'ajouter une autre migration qui va aller ajouter cette colonne dans la base de données. Donc, nous allons ici aller dans la console gestionnaire de package. Nous allons refaire la même chose que nous avons fait tout à l'heure. Nous allons dire ici add migration. Nous allons dire customer email. Donc, nous allons ici ajouter l'email de l'utilisateur. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le système va essayer de comparer le snapshot que nous avons ici. Ça va regarder les changements que nous avons dans ce modèle et ça va générer le code qui va permettre d'acheter ce changement. Donc là, nous allons voir ici que nous disons, OK, un nouveau fichier va s'ajouter dans migration ici. Donc, si on fait ça, nous regardons ici le répertoire migration. On fait ceci, OK. Donc, la compilation a été bien faite. Et qu'est-ce qu'on constate? On voit bien évidemment qu'il y a un nouveau fichier qui s'appelle ici Customer Email. Ce fichier ici donne la migration. Et dans cette migration, ça nous dit, nous allons ajouter ici une colonne de type, une colonne qui va s'appeler Email pour la table Customer en fait. Et le champ n'est pas nullable. La valeur par défaut, c'est vide. Pourquoi une valeur par défaut ici est générée? Parce que dans notre base de données, nous avons déjà les informations. Donc, il n'est pas possible d'ajouter une colonne sans une valeur par défaut. Parce que nous avons les informations déjà. Donc, dans ce cas maintenant, si nous exécutons l'application de nouveau, nous allons voir toujours que le problème n'est toujours pas résolu. Parce que le code a été généré, mais nous n'avons pas appliqué ce code à la base de données. Nous devons donc ici appeler également la méthode update database. Voilà. Maintenant, ici, cette migration-ci va aller ajouter la nouvelle colonne à la base de données. Et nous constatons bien évidemment maintenant que l'application peut loader. Donc, si on revient dans notre explorateur ici, on peut voir ici maintenant qu'il y a une nouvelle colonne email qui a été ajoutée à la fin. Donc là, on constate bien évidemment que le système fonctionne parfaitement. Mais nous devons remarquer ici que maintenant, la nouvelle colonne a été ajoutée, mais elle n'apparaît nulle part ici. Pourquoi? Parce que le modèle avait été généré, parce que cette page avait été générée quand cette colonne n'existait pas. Donc, pour ce faire, nous devons maintenant aller dans nos views que nous avons ici et nous devons ajouter la nouvelle colonne. Donc, nous allons venir ici comme ça. Nous allons mettre ici. Nous allons appeler ceci email. Nous allons également venir ici dans le header de la table. Nous allons ajouter également une colonne ici, comme ceci, que nous allons appeler. Donc, on va d'abord entrer ici dans Customer pour voir. On va appeler ceci email. Donc, maintenant, après ceci, nous allons maintenant avoir une colonne email avant l'adresse. Donc, nous allons dire OK, on valide ceci, on compile ici, on attend. Et voilà, on voit bien que la colonne email existe maintenant. Mais on voit bien que la colonne email est vide ici parce que nous n'avons mis aucune information. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer d'éditer
Nous allons cliquer sur Edit. On voit effectivement que dans le fichier Edit également, nous n'avons pas la colonne email en fait. Donc même si on fait Save là, on constate que ça ne fonctionne plus ici. Parce que nous avons un champ qui est manquant que nous devons fixer. Ça ne peut plus fonctionner. Donc nous allons faire quoi? Nous allons aller chercher le fichier Edit que voici. Et nous allons ajouter ici, nous allons dupliquer ce bloc de code que nous allons faire ceci. Nous allons appeler ça email. On voit maintenant que le modèle email existe. On va appeler ceci email également. Et là, nous allons mettre également email. Et voilà. Donc là, nous compilons ceci. On voit maintenant que nous avons le champ email qui apparaît ici. Donc là, on va dire que ici, c'est consulting. Voilà. consulting-solution.com. Voilà. Nous allons avoir ceci. Nous allons dire save. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que nous remplissons le champ email comme ça. Mais quand on save, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Nous devons aller comprendre ce qui se passe. Nous allons maintenant voir que nous avons bien évidemment ajouté le champ email ici. Mais il y a quelque chose qui manque. Nous allons aller dans notre contrôleur ici. Nous allons chercher la méthode qui s'appelle update ou create. Dans update ici, on constate que quoi? On constate que ici, nous avons un paramètre bind. Dans le paramètre bind ici, nous avons donné la liste des paramètres qui vont être soumis pour modification. Nous avons email ici qui est manquant. Donc, nous devons ici ajouter maintenant email aussi. Là. Maintenant, ça c'est bon. Nous devons faire pareil pour la méthode create de création ici. Sinon, elle ne va jamais fonctionner également. Donc, nous allons ici ajouter email. Donc là, on fait le save. On recompile. Donc là, maintenant, nous allons essayer de revoir ici. Nous allons mettre un breakpoint ici pour voir comment ceci fonctionne. Donc là, nous allons d'abord enlever le email que nous avons ici pour voir comment ça fonctionne. On met un breakpoint ici. Nous exécutons en mode debug. Donc, on va dans les customers. Donc là, on va enlever le breakpoint ici. Donc là, et voilà. Nous avons ici edit. On voit ici, si on fait save, vous voyez, on a ici la validation du modèle qui se passe. On voit dans la validation que quoi? Le modèle n'est pas valide. On va voir qu'est-ce qu'il va nous dire ici. Il va nous dire que nous avons un champ email. On voit ici que email est invalide. Pourquoi? Pourtant, nous avons soumis une valeur à email ici. Ceci est dû au fait que nous avons un bind ici. Dans ce bind, nous n'avons pas spécifié que nous voulons lire la valeur du champ email. Donc, ce champ est ignoré tout simplement. Mais comme la validation ne passe pas du fait que le modèle nous dit que le champ est obligatoire, ceci ne fonctionne pas, tout simplement. Donc là, on va voir que nous allons être retournés tout simplement dans l'erreur ici. On voit bien que ça n'entre pas dans le bloc d'exécution et tout simplement, ça nous retourne le customer qui n'est pas valide. Et on voit l'email là. Pourtant, nous avons soumis l'email. Donc, pour que ceci fonctionne, nous devons ici maintenant ajouter email comme ceci. Voilà, nous avons ajouté email. Nous réexécutons notre application. Donc là, on va dans Customer et on clique encore sur Edit. On voit ici que nous pouvons modifier l'email maintenant, comme nous voulons. Mail 2. Il nous dit, est-ce que le ID correspond au 1? Oui, c'est bon. Ça veut dire que ça continue l'opération d'exécution. Là, maintenant, on voit que c'est passé dans ce modèle-ci. Nous avons exécuté tout ce qu'il faut. Ça a fait la mise à jour du customer. On voit ici, mail 2. Et on fait Next. Et voilà, nous voyons maintenant que tout fonctionne parfaitement après la modification de notre code que nous avons ici. Voilà, donc on voit bien que tous les paramètres que nous avons spécifiés ici sont uniquement les paramètres qui vont être bindés dans l'application. Ça veut dire que si nous enlevons un paramètre ici, le système ne va pas le binder dans l'application, il va être ignoré. Maintenant, nous avons aussi quelque chose d'intéressant ici que nous devons voir. Nous allons constater quelque chose ici. Nous avons ici un paramètre qui s'appelle Validate Anti-Forgery Token. Ceci, c'est un paramètre de sécurité qui nous permet de nous rassurer que le formulaire que nous entrons n'a pas été généré par un robot. Ça veut dire que quoi, quand on lance l'application comme ceci, si nous ouvrons un formulaire ici, le framework va nous générer un code qui va être validé quand on va revenir. Donc, si on regarde ici, dans notre edit, donc, on va voir que
Le form que nous avons ici, avec l'action ci, ce form-ci, ce n'est pas un form HTML. On peut voir bien que c'est un form de ASP, en fait, Form Tag Helper. Ce form-ci, dès que nous mettons ici ce paramètre-ci, il va nous générer un code ici de sécurité. Si on voit le code ici en bas, nous allons voir ici un hidden input ici. Il est où? Le voici. Voilà. Request Verification Token. Donc, ce code-ci est généré. On peut voir un code ici qui est généré par le framework. Donc, si on agrandit un peu comme ça, on voit ici un request token qui est généré par le framework ASP. Ce code, c'est un code de sécurité. Donc, maintenant, quand la page est générée, quand nous allons faire le submit ici, le système doit se rassurer que le code là a été transmis au framework, faute de quoi il va rejeter l'opération, tout simplement. Ça veut dire que si le code ne coïncide pas avec ce qui a été généré, l'opération va être rejetée tout simplement. Ça va considérer que nous avons quelqu'un qui est en train d'essayer d'attaquer l'application tout simplement à travers un système externe. Voilà, donc ça, c'est un truc de sécurité que vous devez vous rassurer que votre application généralement utilise à chaque fois que vous travaillez. Nous avons appris maintenant cette fois-ci déjà comment ajouter un contrôleur. Nous avons vu comment nous pouvons ajouter un modèle à l'application, comment générer les fichiers automatiquement de création, de mise à jour et de suppression. Nous avons vu aussi comment supprimer un modèle ici. Donc, en allant tout simplement dans la liste ici, nous pouvons choisir un utilisateur comme ceci. Donc, si on fait supprimer, maintenant, ça va l'enlever de la base de données. Donc, on peut vérifier ça ici. Si on fait supprimer, on voit bien évidemment que ça a été supprimé de la base de données. Donc, si on revient ici dans notre explorateur de données et on fait ceci, nous allons dire afficher les données. Nous voyons maintenant que nous avons une seule ligne dans notre base de données, ce qui est parfait. Nous avons vu comment créer une application basique MVC pour la gestion des clients, peut-être d'une entreprise, d'un magasin ou de votre petit business, où vous pourriez tout simplement avoir l'adresse, l'email et toutes les informations de vos clients. Là, nous pouvons éditer un client, nous pouvons voir les détails d'un client et nous pouvons également supprimer un client. Donc, voilà. Nous avons vu toutes les composantes et les principes de base de la création d'une application web en utilisant le framework ASP.NET Core MVC de Microsoft, qui est le framework qui nous permet de générer une application en utilisant le patron de conception modèle view controller, qui est vraiment un modèle assez complexe et assez important dans le développement des applications web, parce que ceci a l'avantage que ça nous permet en même temps de développer des applications qui sont vraiment isolées. Nous espérons que vous avez appris vraiment toutes les bases nécessaires pour développer une application simple en utilisant le framework ASP.NET MVC avec le langage de programmation C#. Si vous voulez en connaître plus dans cette technologie, laissez-nous savoir en commentaire. Laissez-nous savoir si vous avez pu suivre ce tutoriel avec nous jusqu'à la fin. Avez-vous rencontré des difficultés? Y a-t-il des modules que vous voulez mieux comprendre? Nous allons revenir en détail peut-être dans une prochaine vidéo pour certaines sections. Abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, likez pour permettre à l'algorithme de YouTube de savoir que nous avons du bon contenu. Merci d'avoir été avec nous.